Le droit privé, principes et personnalité. Les principes que nous trouvons dans les premiers articles du Code civil vont sous-tendre tout ce qui est de l'ordre des principes fondamentaux dans le droit privé, que ce soit le Code civil ou le Code des obligations. Nous allons en voir 3, l'équité, la bonne foi et l'obligation de prouver ce que l'on dit. La bonne foi que l'on trouve aux articles 2 et 3. La bonne foi est présumée. On part de l'idée que vous êtes de bonne foi. Ce qui signifie que si vous n'êtes pas de bonne foi, c'est la personne qui vous accuse de ne pas être de bonne foi qui doit le prouver. C'est ce qu'on appelle la présomption de bonne foi. Qu'est-ce que c'est que la bonne foi? On définit la bonne foi comme quelqu'un qui pense respecter les règles et ne pas léser les intérêts d'autrui. L'abus de droit, qui est à l'intérieur du principe de bonne foi. Abuser de son droit, qu'est-ce que c'est? Abuser de son droit, c'est utiliser une règle de droit, un article de droit, mais qui n'est pas prévu par le législateur et qui contourne, en réalité, ce qu'avait prévu le législateur. Abuser de son droit, c'est user d'une règle de manière excessive. Par exemple, quelqu'un qui a envie de décorer son jardin, il a le droit, il est propriétaire de son jardin. Mais s'il le fait en mettant par exemple une statue offensante pour la personne qui est en face, pour ennuyer la personne qui est en face, on voit bien que cette personne a utilisé son droit de propriétaire. Mais dans quel but? Dans un but qui n'était pas prévu par la loi et dans un but qui n'est pas protégé par la loi. Juger en équité, article 4 du Code civil. Vous connaissez sans doute ce dessin, la différence entre l'équité et l'égalité. L'égalité de traitement, c'est traiter tout le monde de la même manière. Mais évidemment, nous ne sommes pas tous égaux dans la vie. Ce qui fait que parfois, il faut avantager ou du moins aider les personnes qui rencontrent des difficultés ou par exemple qui ont un certain handicap. On voit beaucoup ce principe d'équité en pénal, par exemple, dans le domaine duquel le juge a l'obligation de tenir compte de toutes les circonstances pour pouvoir dire quelle est la sanction à appliquer sur la personne. Le fardeau de la preuve est une notion plutôt facile. C'est l'article 8 du Code civil qui nous dit que toute personne qui affirme quelque chose doit pouvoir le prouver. Vous n'arrivez pas à prouver quelque chose, eh bien, dans ce cas, on ne va pas vous donner votre droit subjectif. Le droit de la personnalité, où le trouve-t-on? Il fait partie du premier livre du Code civil. On sait qu'il y a 5 livres dans le droit civil: la personnalité, la famille, le droit des successions, le droit réel et le 5e livre qui est le Code des obligations. Là, nous sommes dans le premier livre du Code civil. Qu'est-ce que c'est que le droit de la personnalité? On le définit ainsi. Il s'agit de l'ensemble des droits consacrés par le droit privé pour protéger la personnalité. Dans ces diverses images, qui peut-on imaginer comme étant une personne, c'est-à-dire un sujet de droit, c'est-à-dire une entité qui est capable, qui a la possibilité de demander à ce que le droit la protège? Eh bien, en réalité, ici, beaucoup ne sont pas des sujets de droit et ne sont que des objets de droit. Les animaux, par exemple, sont des objets de droit. Ils ne sont pas sujets de droit. Ils ne peuvent pas être représentés pour pouvoir réclamer une protection. En revanche, les humains sont des sujets de droit. On pouvait y penser. Quelque chose de un peu plus compliqué, un petit peu plus spécifique, un petit peu plus bizarre peut-être, c'est que ici, nous avons des entités qui n'existent pas concrètement, c'est-à-dire des sociétés, c'est-à-dire par exemple des associations, c'est-à-dire quelque chose qui a été imaginé par l'être humain, société commerciale ou par exemple ici ce club de foot, eh bien dans ce cas-là, ceux-là sont aussi des sujets de droit. Il n'existe pas
Concrètement, ce sont des conceptions intellectuelles, mais ils existent aux yeux de la loi, ils sont des sujets de droit, tout comme cet enfant, cette dame. Qu'en est-il de ce fœtus ? Eh bien, ce fœtus, il est aussi sujet de droit, mais un sujet conditionnel. Il a une personnalité conditionnelle. Vous voyez l'article 31, alinéa 2. 31, alinéa 2, qui nous dit en fait, nous sommes un sujet de droit dès le moment où nous sommes nés vivants. Dès cet instant-là, nous sommes un sujet de droit. Même si l'enfant décède juste après, il aurait toujours été une personne. En revanche, s'il n'est pas né vivant, dans ce cas, il n'est pas sujet de droit. Il n'a jamais été une personne. Ça, c'est pour ce qui concerne les personnes physiques. Donc, il faut être humain et il faut être né vivant. Le droit français voit les choses légèrement différemment. Pour les personnes qu'on appelle les personnes morales, c'est-à-dire ces personnes que l'on a inventées, il faut être organisé corporativement et être inscrit dans un registre qui s'appelle le registre du commerce. Donc nous avons deux sujets de droit, les personnes physiques et les personnes morales. À quel moment est-ce que l'on n'est plus une personnalité? Est-ce que l'on n'est plus un sujet de droit? Nous ne sommes plus un sujet de droit au moment du décès. Et quand est-ce que l'on est décédé? Eh bien, c'est à ce moment-là que la science médicale nous aide, car la science médicale nous dit que nous sommes décédés au moment où le cerveau ne fonctionne plus. Ce n'est pas une question de cœur, de poumon, mais on regarde l'activité cérébrale. S'il n'y a plus d'activité cérébrale, à ce moment-là, on estime que la personne est décédée. Mais parfois, nous n'avons pas un cadavre devant nous. Nous savons que la personne peut-être ne reviendra jamais, mais nous n'avons pas son corps. Que faire dans ces cas-là? Car il faut bien que, ma foi, la vie continue et il faut pouvoir faire quelque chose avec le conjoint, par exemple, le cas échéant, ou alors avec les héritiers. Que faire de la succession? Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle une déclaration d'absence. Deux sortes de déclarations d'absence. Soit la mort est tenue pour certaine. Imaginons quelqu'un qui a envie de visiter l'Etna, qui a glissé au bord de l'Etna, mais on ne retrouve plus son corps. Dans ce cas-là, évidemment, la mort est tenue pour certaine. Ou alors, la personne a simplement disparu. On ne sait pas où elle est. Mais on peut penser qu'elle a disparu en danger de mort. Dans ce cas-là, on a aussi une déclaration d'absence. Ce qui va changer, c'est la procédure. Dans un cas, on aura un papier officiel qui nous dira que la personne est officiellement déclarée absente au bout d'1 année. Et dans d'autres cas, quand la personne a simplement disparu, dans ce cas-là, il va falloir attendre 5 ans. Que contient le droit de la personnalité? Dès le moment où on est une personne, un sujet de droit, on va bénéficier de ce qu'on appelle la jouissance des droits civils. On va pouvoir bénéficier des droits civils, même si on est tout petit. On a cette jouissance des droits civils. Et attention, je parle de civil et non pas civique. Civique, ce sont par exemple le droit de vote, le droit d'élection, etc. Jouissance des droits civils, nous avons par exemple le droit à la vie. En outre, en Europe, par exemple, nous n'avons pas de sanction, de condamnation à mort. Même ça, de par la loi, c'est interdit. Le droit personnel, à la liberté personnelle. Nous avons aussi à la liberté de mouvement. On ne peut pas nous emprisonner sans qu'il y ait des conditions spécifiques, une base légale, une raison, etc. Il y a aussi la liberté sexuelle. Nous avons le droit d'avoir des rapports sexuels avec la personne de son choix, évidemment si elle est consentante. Avec quelques encadrements, toutes les libertés sont encadrées par des limites. Nous avons aussi le droit à la protection du corps après la mort, ce qui est quelque chose de curieux, puisque normalement, dès le moment où on est décédé, on n'est plus une personne. Mais on pense aussi à l'entourage de la personne, cet entourage, des sujets de droit, ont aussi le droit d'être protégés dans leurs sentiments envers la personne décédée. Le droit à des relations avec les proches, que l'on voit par exemple aussi dans les cas de divorce. Un enfant a le droit de voir chaque parent divorcé, même si les parents ne s'entendent plus.
Les parents aussi ont le droit d'avoir des rapports, d'avoir des relations avec leurs enfants. C'est parfois difficile. Si c'est trop difficile, ça peut être encadré par des assistants sociaux. Droit aux sentiments conjugaux. Nous avons le droit de nous marier. On ne peut pas s'empêcher de pouvoir se marier si l'on veut. Et on a le droit aussi de se démarier, c'est-à-dire de divorcer. On a le droit de ne pas être marié à vie. On a le droit à un prénom, et un prénom qui ne serait pas offensant. On a le droit à l'image et à la voix. On ne peut pas enregistrer son image, sa voix, sans la permission de la personne. Sinon, ce serait une atteinte, s'il n'y a pas l'accord, ce serait une atteinte dite illicite à la personnalité que l'on voit à l'article 28 du Code civil. Le droit à l'honneur aussi. Nous n'avons pas le droit d'injurier, d'insulter une personne. L'exercice des droits civils, et toujours pas les droits civiques, l'exercice des droits civils, c'est la possibilité de s'engager, c'est la possibilité de se lier officiellement, juridiquement, avec d'autres sujets de droit. Pour cela, il va falloir remplir quelques conditions. L'exercice des droits civils, c'est être capable d'acquérir et de s'obliger. Acquérir, obtenir quelque chose, mais de manière payante, pas de manière gratuite, et de s'obliger, c'est-à-dire de se lier, signer un contrat, se marier, emprunter. Ici, nous voyons que dans ces sujets de droit, tous ne peuvent pas forcément être capables de s'engager et d'avoir les pleins exercices des droits civils. Quelles sont ces conditions? D'abord, il faut être majeur. Selon l'article 14, la majorité est acquise à 18 ans. Il faut être capable de discernement, que l'on voit à l'article 16. L'article 16, en fait, nous dit quand est-ce qu'on n'est pas capable de discernement. Il y a aussi la condition de ne pas être sous curatelle de portée générale, que l'on voit à l'article 17. Cette condition-là était désignée avant comme ne pas être sous tutelle. C'est quelque chose qui était très intrusif, une protection de la personne qui était très intrusive. En réalité, quelqu'un qui n'est pas capable de discernement, il est peut-être déjà sous curatelle de portée générale. Pour être capable de discernement, il faut pouvoir apprécier la situation, comprendre la situation, et une fois qu'on a compris cette situation, il faut pouvoir se déterminer raisonnablement d'après cette situation. Il faut pouvoir se positionner. Où est-ce que j'en suis? Quelle est la situation? Quelles sont les consignes? Quels sont les risques, les bénéfices? Et comment est-ce que je prends ma décision par rapport à ça de mon comportement à moi? L'article 16 nous dit que quelqu'un qui a une maladie mentale importante ou une personne qui est ivre, quand on parle d'ivresse, c'est peut-être n'importe quelle substance, pas seulement l'alcool, ou quelqu'un qui a un très jeune âge, eh bien cette personne-là n'est pas capable de discernement. Pour l'âge, eh bien on ne définit pas un âge en particulier, on dit un très jeune âge. À chaque fois, il va falloir regarder en fonction de l'acte en question. On peut être capable de discernement pour rouler à trottinette à l'âge de 6 ans, par exemple, mais pas pour une autre action. Le domicile. Toute personne a un domicile dit légal. C'est là, par exemple, aussi que l'on va être imposé. Un seul domicile légal, même si, par richesse, eh bien, on peut avoir plusieurs maisons, chalets, etc. Mais on a un seul domicile légal. Pour les personnes morales, on appelle ça un siège. La protection de la personnalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, se voit à l'article 28 et suivant. Une atteinte à la personnalité qui serait dite illicite, c'est une atteinte qui n'a pas été consentie. Par exemple, si quelqu'un se fait percer les oreilles, c'est une atteinte à la personnalité, mais elle est licite car la personne a consenti. Une atteinte illicite peut donner lieu à un procès civil et également un procès pénal. Il y aura 2 procès. Le procès civil pour obtenir dédommagement financier, un procès pénal pour sanctionner la personne. Pour les personnes morales, donc on se souvient que ce sont aussi des sujets de droit, elles ont droit à un nom, comme les humains, on appelle ça une raison sociale, un domicile, que l'on appelle siège, et une nationalité, comme les humains.